pas ça, la science, ça ne comprend pas, mais ça modélise. Hein. Donc modélisation autant que faire se peut de tout ce qui nous entoure, de la plus petite des particules élémentaires, attendez, jusqu'à l'immensité de l'univers. Bon, ça c'est la science. Hein. On la rencontrera au cours de cet exposé à plusieurs occasions. Alors la technologie, c'est quelque chose de complètement différent. Une des définitions parmi beaucoup d'autres, c'est l'application de la science et ou du savoir-faire aux arts utiles. Donc ce n'est pas forcément uniquement la science, les savoir-faire sont importants, il faut que ce soit utile. Hein. La science, on ne lui demande pas d'être utile, la technologie, si elle n'est pas utile, c'est autre chose. Hein. Enfin, la société, là on peut la définir comme on veut. Moi j'ai mis groupe d'individus unifiés par un réseau de relations, par des traditions et des institutions. Bon, vous avez tous votre idée sur ce qu'est la société. Alors les relations entre ces trois types disons, d'activités, elles sont un peu dans tous les sens. Il y a évidemment beaucoup d'interactions entre la science et les technologies dans les deux sens. On a beaucoup l'habitude de penser que la science va conduire au développement de technologies. Vous verrez qu'il y a quelques exemples aussi dans l'autre sens, dont un qui est assez célèbre, dont je vous parlerai un peu en détail. Il y a évidemment beaucoup de relations entre la technologie et la société. La technologie agit sur la société, pas forcément toujours dans le bon sens, mais enfin, les relations sont fortes. Il y a un peu moins de relations directes entre la science et la société. De temps en temps, on le regrette, mais c'est un fait d'expérience. Alors, il y a beaucoup d'autres mots qu'on pourrait essayer d'associer à cette réflexion, mais j'en cite quelques-uns. Hein. Le progrès, qu'est-ce que c'est que le progrès on pourra en discuter après si vous le voulez, mais je ne suis pas sûr que je vous apporterai des réponses. L'innovation, l'éthique, l'éducation qui joue un rôle très très important, la philosophie, le bonheur, enfin on peut rajouter des tas de notions qui sont derrière finalement sciences, technologie et société. Alors voilà un petit peu le plan de cet exposé qui va se tenir en gros en 4 parties. On fera assez rapidement un petit voyage à travers les siècles, parce que je crois que si on n'a pas un recul sur tout ça, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe en ce moment. Il se trouve que j'ai un amour particulier pour une période qui est la période d'Alexandrie grecque, entre le 3e siècle avant et le 3e siècle après Jésus-Christ, et je vous en parlerai parce que d'une certaine façon, la science aurait pu démarrer à ce moment-là, pour diverses raisons qu'on essaiera de regarder. En tout cas, c'est une période qui est particulièrement intéressante. Ensuite, je reviendrai au temps moderne et on terminera évidemment par ce qui est peut-être ce que vous attendez, qui est qu'est-ce qui se passe en ce moment aujourd'hui autour de nous. Alors commençons par un petit voyage très rapide à travers les siècles qui vous illustrera un peu les relations et le type de rupture qui peuvent exister entre technologie et société. Alors on va aller assez loin en arrière. Il y a 2,5 millions d'années, on a commencé à fabriquer des outils, comme par exemple ce biface, et en fait ça a été d'une certaine façon au niveau social le début de l'industrie et du commerce, parce qu'on sait aujourd'hui que ces outils ils étaient fabriqués dans des ateliers où il y avait des tas de gens qui travaillaient pour fabriquer ces bifaces, et ensuite ces bifaces étaient vendus ou donnés, on ne sait pas très très bien, dans un rayon assez large. Donc on avait à la fois une activité de type industriel, ou disons à petite échelle, hein, et une activité de distribution, et ça c'est assez structurant pour la société, donc c'est un exemple où on voit qu'il s'est passé quelque chose. Beaucoup plus récemment, il y a 500 000 ans, la maîtrise du feu. Alors la maîtrise du feu a eu beaucoup de répercussions. D'abord ça a permis effectivement de cuire les aliments, donc d'avoir des gens qui vivaient mieux et plus vieux. Ça a permis de devenir chasseurs alors qu'ils étaient plutôt charognards avant. Mais aussi, et c'est ça qui m'intéresse peut-être le plus, c'est qu'un feu, on se réunit autour. Et quand on se réunit autour d'un feu, ben, on discute, on se raconte ces histoires de chasse, on se raconte tout un tas de choses. Et se raconter, c'est quand même la façon d'accumuler les connaissances et de les faire progresser. Or, toute l'histoire de l'humanité, c'est l'accumulation de connaissances et le progrès dans les connaissances. Et la maîtrise du feu a été un élément qui a permis de commencer à améliorer la transmission et au-delà à enrichir le savoir que les gens avaient à cette époque. Alors on va un peu encore plus récemment. Alors il y a 10 000 ans l'agriculture et l'élevage, ça c'est quelque chose d'absolument fondamental, c'est ce qu'on appelle la révolution néolithique. En fait c'est le début de ce que nous vivons actuellement. C'est le moment où les hommes ont commencé, et les femmes bien sûr, ont commencé à modifier leur paysage, à abattre des arbres pour créer des espaces de culture ou des prés. Et donc c'est vraiment le début
de la modification de notre environnement par les hommes et les femmes. Et au fond, nous ne vivons aujourd'hui que le point, non pas d'aboutissement, mais le point où nous en sommes de cette modification qui aujourd'hui, il suffit de regarder autour de soi, on a quand même modifié tout le paysage qui nous entoure. C'est probablement aussi un peu le début des inégalités sociales, parce que c'est le moment où il a commencé à avoir des gens qui étaient propriétaires de leurs champs ou de leurs animaux, et des gens qui travaillaient pour eux. Et la structuration de la société de cette époque-là commence à montrer qu'on n'est plus dans une tribu avec simplement un individu dominant et les autres qui suivent, mais des gens qui ont des fonctions un peu différentes, et donc la lutte des classes probablement a dû démarrer à peu près à cette époque-là. Alors, plus récemment, je continue, il y a 5000 ans l'écriture. Alors l'écriture, évidemment, c'est encore beaucoup mieux que le feu, parce que cette fois-ci, on peut écrire ce qu'on connaît, et donc la transmission de la connaissance devient évidemment beaucoup plus efficace à partir du moment où on écrit ce qu'on sait. On pourrait parler, j'en parlerai pas, sauf peut-être un peu plus tard, du support de l'écriture. C'est sûr qu'aussi, le jour où on a pu écrire sur du papier, ça a été encore beaucoup plus efficace pour accumuler et transmettre les savoirs. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, quelques exemples plus récents. L'imprimerie, évidemment, ça vous savez tout ça. Alors l'imprimerie, je le cite en particulier parce que c'est un bon exemple dans lequel on a commencé par détruire des quantités d'emplois. Avant l'imprimerie, on avait tous les copistes dans les scriptoriums des couvents qui passaient énormément de temps à reproduire les manuscrits. Tous ces postes-là ont disparu pratiquement du jour au lendemain. Donc on a eu un effet de disparition d'emplois très important et on en a créé d'autres après, à côté. Hein. Et par ailleurs, comme vous le savez, l'imprimerie, ça a aussi été un vecteur très important de diffusion des idées, et notamment la réforme qui a conduit donc au protestantisme est née parce qu'on a pu diffuser les idées des pères fondateurs de cette nouvelle religion. Hein. Donc ça joue un rôle absolument essentiel. Autre exemple bien connu, la mécanisation des métiers à tisser, les métiers jacquards. Là aussi, ça a détruit des quantités d'emplois au tel point qu'il y a eu des révoltes à Lyon. Il y a eu 3 révoltes des canuts en 1831, 34, 48 qui ont été réprimées avec toute la sévérité dont on était capable à l'époque. Hein. Alors, ce qu'on peut dire depuis, c'est qu'en gros, en étant très schématique, au tournant de chaque siècle, tournant aux environs de 1800, de 1900, de 2000, une ou deux technologies de rupture ont joué un rôle majeur. Pas 36 000, hein, on pourra en citer des quantités, mais le nombre de celles qui ont vraiment introduit des modifications majeures de la société sont relativement limitées et on en trouve pratiquement au tournant de chaque siècle depuis 1800. Alors, en 19e siècle, la machine à vapeur. Alors, la machine à vapeur, j'en reparlerai parce que c'est une rupture technologique absolument majeure. C'est la première fois qu'on substituait vraiment à l'énergie musculaire une énergie mécanique. Hein. Alors jusque-là, il y avait bien les moulins à vent, les moulins à marée, les moulins à eau, mais c'était relativement limité. Là, la machine à vapeur, ça change tout, et on en reparlera tout à l'heure parce que je pense que c'est très très important. Au tournant du XXe siècle, l'électricité, qui cette fois-ci a amené l'énergie partout. Hein, on a retrouvé de l'électricité chez soi, alors que jusque-là, la machine à vapeur, de l'énergie, si je puis dire, partout. Hein. Donc l'énergie de la machine à vapeur était très localisée, l'énergie électrique va se répandre partout, j'en reparlerai là aussi tout à l'heure parce que c'est particulièrement important. Et le moteur à combustion interne qui rend possible l'automobile et l'aviation, ça a aussi été un élément de rupture très important. Encore peut-on d'ailleurs se rappeler que le premier avion qui s'appelait l'avion de Clément Ader, qui n'a pas beaucoup volé, mais enfin il a volé un petit peu, il fonctionnait avec une machine à vapeur. Hein. Donc il n'avait pas de moteur à combustion interne. Par contre, ça n'allait pas très loin, il a quand même fallu des moteurs à combustion interne pour développer l'aviation. Et la première voiture qui a dépassé les 100 km/h, qui était la jamais contente, était une voiture électrique. Donc pas à combustion interne non plus. Donc ce sont curieusement deux exceptions, mais pour le reste, on peut quand même dire que le moteur à combustion interne a permis le développement de l'automobile et de l'aviation. Au tournant du XXe siècle, maintenant on y est, c'est la civilisation numérique, on en reparlera, ça c'est vraiment une rupture absolument majeure, et je dirais la maîtrise du génome. On pourrait citer d'autres choses, mais enfin pour moi ce sont les deux plus importantes qui sont arrivées vers la fin du dernier siècle. Alors maintenant, je reviens sur Alexandrie.
pour essayer de vous dire pourquoi je suis tellement intéressé par cette période-là. D'abord, ce qui s'est passé, c'est que il y a une combinaison de sciences, de technologie et de société. À ce moment-là, les gens d'Alexandrie, Alexandrie était fondée par le général d'Alexandre le Grand, Ptolémée, et les gens d'Alexandrie ont utilisé d'abord deux connaissances scientifiques qu'ils ont repérées. D'une part, l'observation des étoiles, qui avait été faite par les bergers babyloniens déjà depuis assez longtemps, et d'autre part, le régime des vents dans l'océan Indien. Et ils ont repéré que le régime des vents dans l'océan, l'observation des étoiles leur permettait de partir en haute mer, ce qui ne se faisait pas avant, hein, et le régime des vents leur permettait de partir vers les Indes à une saison et de revenir vers l'Égypte à la saison suivante. Et donc ils ont instauré un système dans lequel ils partaient en haute mer directement vers les Indes. Ils achetaient là-bas des soieries, des épices, enfin toutes sortes de choses extraordinaires qu'on trouvait en Inde et qu'on trouve toujours d'ailleurs. Ils attendaient la saison suivante et ils revenaient en mer Rouge. Tout ça a été transporté dans le désert jusqu'à Alexandrie, qui est au bord de la Méditerranée, et distribué dans toute la Méditerranée. Et le résultat, c'est qu'Alexandrie est devenue la ville la plus riche de toute la Méditerranée grâce à cette alliance de sciences, de technologie et de bonne gestion de tout ça en faisant du commerce. Alors, ils ont fait ça très intelligemment parce qu'au lieu de se reposer sur leur laurier et surtout sur leur argent, ils se sont intéressés à la science et à la technologie. Alors, ils ont créé le Moussaïon, qui est une espèce d'académie, et la bibliothèque d'Alexandrie, dans laquelle toutes les connaissances de l'époque se trouvaient accumulées. Chaque fois qu'un bateau arrivait à Alexandrie, le capitaine était obligé de donner à la bibliothèque soit l'original, soit des copies de tous les documents écrits qu'il y avait à bord de son bateau. Et donc petit à petit, cette bibliothèque est devenue le réceptacle de toutes les connaissances de l'époque. Elle a malheureusement été brûlée par les Arabes quelques siècles après. Par Jules César. D'abord par Jules César et ensuite par les Arabes quelques siècles après. Bref, il y a une nouvelle bibliothèque d'Alexandrie qui a été reconstruite récemment d'ailleurs. Donc le Moussaïon et la bibliothèque, ça a quand même stimulé l'innovation d'une façon remarquable. Je vous en cite quelques exemples. Ératosthène, qui était le directeur de la bibliothèque au IIIe siècle avant Jésus-Christ, a mesuré, comme vous le savez probablement, le rayon de la Terre à peu près à 10% près, ce qui était quand même fabuleux, par une méthode qui est exactement la même que celle utilisée à la Révolution pour mesurer la longueur du méridien terrestre. On avait repéré qu'à Assouan, en fait à Sienne, près d'Assouan, au solstice d'été, le soleil arrivait au fond d'un puits, donc il était vraiment à la verticale. À Alexandrie, par contre, à la même date, on plantait un bâton, on pouvait mesurer son ombre. Donc de la trigonométrie élémentaire, sans forcément faire appel à la société de calcul mathématique, permettait de relier directement la distance entre Alexandrie et Sienne et la longueur de l'ombre par rapport à la longueur du bâton pour en retirer une information sur le rayon de la Terre. Et ce rayon de la Terre, ils l'ont mesuré à peu près à 10%, ce qui pour l'époque était fabuleux. Et ce qui pose d'ailleurs une question sur laquelle on pourra revenir si ça vous amuse, c'est que tout le monde savait que la Terre était ronde et pendant tous les siècles qui ont suivi, on le savait, même s'il reste des gens aujourd'hui qui le contestent, et on savait quelle taille elle avait. Et sachant quelle taille elle avait, on peut imaginer que Christophe Colomb ne serait jamais parti pour essayer d'aller en Inde à l'ouest, parce que la distance à parcourir, même en étant calculée très approximativement, nécessitait un voyage de plusieurs mois, au bout desquels tous les marins auraient été morts du scorbut bien avant d'arriver. Donc ça pose la question de savoir pourquoi Christophe Colomb est-il parti vers l'ouest. On pourra en discuter si ça vous amuse, mais c'est une vraie question. Pour interrompre une seconde, oui. Moi j'ai proposé ce qu'a fait Ératosthène des ingénieurs généraux de l'armement, oui. en disant voilà, il y a Sienne, il y a Alexandrie, il y a ce que vous venez de dire. Oui. Prouvez-moi le rayon terrestre. Ils ont été incapables de le faire. Malheureux. Bah ça, ouais. Bon, aucun commentaire là-dessus. Hein. Bon, ça ne se justifie C'était pas. des polytechniciens probablement. Alors, autre invention absolument extraordinaire, je parlerai beaucoup de Héron d'Alexandrie. Héron d'Alexandrie était un mécanicien, il a fait des trucs absolument fabuleux. Par exemple, cette fontaine, qui s'appelle la fontaine de Héron, dans laquelle vous versez de l'eau dans le récipient qui est en haut, et à votre grande surprise, vous avez un jet d'eau qui s'élève au-dessus de ce récipient, ce qui apparaît comme totalement paradoxal. Et en réalité,
c'est simplement parce que l'eau qu'on verse en haut est directement envoyée à un réservoir qui se trouve assez en profondeur. Du coup, la pression au-dessus de ce réservoir augmente. Cette pression est transmise exactement à l'air qui est dans le second réservoir, et cette pression éjecte l'eau qui se trouve dans le réservoir supérieur. Bon, ça paraît simple comme ça, mais pensez à ça au 1er siècle de notre ère et comprendre pourquoi cette pression se transmettait intégralement et permettait de faire éjecter l'eau comme ça, il fallait quand même être assez malin. Hein, et donc, c'était quand même assez stupéfiant. Alors, autre invention de Héron d'Alexandrie, tout aussi rigolo, il maîtrisait aussi la pression des gaz chauds. Il avait inventé un système qui était... Alors lui, c'était un ingénieur, mais en fait, il voulait amuser la galerie, d'une certaine façon. Et il avait inventé un système qui permettait de montrer à la foule absolument ébahie les portes des temples qui s'ouvraient automatiquement dès qu'on allumait un grand feu à côté. Alors ce grand feu était là simplement pour chauffer l'air qui est dans ce récipient. La pression transmettait l'eau qui était en dessous au récipient d'à côté, qui par son poids entraînait des systèmes qui faisaient de rotation, qui faisaient tourner les portes. Donc ça veut dire que Héron d'Alexandrie avait aussi compris que quand on chauffe de l'air, ça augmente sa pression, ce qui est quand même, on commence à se rapprocher de la machine à vapeur. Hein. Et on s'en rapproche tellement qu'il a même inventé une sorte de machine à vapeur. On appelle l'éolipile. L'éolipile, c'est un système dans lequel on a une espèce de boule avec de l'eau que l'on chauffe, des petits tubes ici et là, donc l'eau est éjectée et ça se met à tourner. Hein. Donc c'est une machine à vapeur. Hein. C'est une machine à vapeur qui date d'il y a plus de 2000 ans et qui fonctionnait. Alors elle avait un rendement qui était quand même pas terrible. Et puis surtout à l'époque, au fond, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Alors on pense, mais enfin c'est un peu de la provocation de dire qu'avoir une machine n'avait aucun intérêt parce que le coût des esclaves à Alexandrie était tellement bas que c'était beaucoup plus avantageux d'acheter quelques esclaves que de construire une machine. Néanmoins, on peut dire que la machine à vapeur a existé dès cette époque-là. Et comme on verra tout à l'heure, que la machine à vapeur développée au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est ce qui a conduit à la thermodynamique et d'une certaine façon à la science moderne, on peut se dire que la science moderne aurait peut-être pu naître il y a 2000 ans à Alexandrie. En fait, la plupart des éléments y étaient. Il y avait d'excellents mathématiciens, entre autres. Alors, il y avait même d'ailleurs des femmes. Il n'y avait pas que des messieurs. Là, je vois qu'il y a une dame. Donc, pour elle, je signale quelles sont les femmes brillantes à Alexandrie. Il y avait Hypatie d'Alexandrie, qui est née vers 370 et morte en 415, mathématicienne et martyre de la science, parce qu'elle a été assassinée par les sbires de l'évêque d'Alexandrie, qui manifestement n'aimait ni les femmes ni les mathématiques. Hein. Et donc elle a été assassinée, cette malheureuse Hypatie. On peut signaler aussi une femme moins connue, qui s'appelle Marie la Juive, qui est la première alchimiste connue, mais elle a laissé son nom, puisque c'est elle qui a inventé le bain-marie. Et je pense que vous ne saviez peut-être pas que le bain-marie avait été inventé par une certaine Marie la Juive, alchimiste au 1er siècle à Alexandrie. Alors on pourrait citer évidemment des tas d'autres gens à Alexandrie, comme Archimède, Claude Ptolémée, qui n'a rien à voir avec les rois, les pharaons Ptolémée, puisqu'il vivait beaucoup plus tard, au IIe siècle. Et Claude Ptolémée, c'est intéressant aussi, il a établi le premier modèle qui permet d'expliquer, ou du moins d'essayer d'expliquer le mouvement des planètes, avec un modèle dans lequel il dit que chaque planète tourne sur un cercle autour d'un point central qui lui-même tourne autour de la Terre. Alors c'est un peu tordu, ça ne rend pas très très bien compte des mouvements des planètes, mais on voit que du coup elles vont dans un sens à un certain moment, dans l'autre en l'autre. Mais ce qu'on peut en tirer, c'est qu'au fond il était très très près de trouver le modèle finalement de Kepler, ou au moins de Copernic des planètes, puisque s'il avait dit que chaque planète a un mouvement circulaire, non pas autour d'un point arbitraire qui tourne autour de la Terre, mais autour du Soleil, il aurait retrouvé le mouvement des planètes de façon beaucoup plus précise, et un modèle qui, tout en étant centré sur la Terre, montrait que finalement tout tournait autour du Soleil. C'est simplement un changement de référentiel. Au lieu de prendre le Soleil comme origine, on prend la Terre. Et c'est un modèle qu'a développé d'ailleurs l'astronome Tycho Brahe. On en reparlera dans une seconde. Tycho Brahe a développé ce modèle-là qui donne un excellent résultat. Et il l'a fait parce qu'à l'époque où il était, c'était à l'époque de Galilée, il n'avait pas envie de dire que tout tournait autour du Soleil, parce que là, il risquait effectivement d'être brûlé vif.
Et donc, il a simplement changé de référentiel. Il a dit tout tourne autour de la Terre. Hein. Le Soleil tourne autour de la Terre, les planètes tournent autour du Soleil, et on trouve c'est exactement le même modèle, sauf qu'on met l'origine ailleurs. Hein. Et du coup, il était fidèle aux doctrines de l'Église qui disent que la Terre est au centre du monde. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, Diophante d'Alexandrie, c'est un mathématicien que vous connaissez bien évidemment, hein, et il y en a plein d'autres. Hein. Moi, je dirais que pourquoi ça n'a pas été beaucoup plus loin que des progrès, certains d'ailleurs en mathématiques, un certain nombre de progrès technologiques assez stupéfiants quand même, mais peut-être qu'à l'époque, les populations étaient faibles, le nombre de savants était faible aussi. Il y en avait un qui passait de temps en temps à Alexandrie, mais il n'y avait probablement pas beaucoup de discussions, de débats qui permettaient d'enrichir les choses. Bref, après ça, on est retombé dans une espèce de stabilité de la connaissance, et on n'a pas été beaucoup plus loin. Néanmoins, c'est intéressant à regarder. Alors ensuite, un mot quand même sur ce qui s'est passé après et ailleurs. L'islam. L'islam a joué un rôle quand même très important après cette période d'Alexandrie. Tout l'islam de l'époque, c'est-à-dire de Bagdad à Cordoue, et l'islam a pris assez brillamment le relais entre l'Antiquité et la Renaissance. Hein, en traduisant les textes grecs, puisque beaucoup de textes grecs ne sont connus que par la traduction en arabe de cette époque, en développant les connaissances en médecine, en géographie, en mathématiques, il y a quand même eu beaucoup de développement de connaissances, et j'ai mis en acceptant parfois la critique et la controverse, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas aujourd'hui, et je vous en donne quand même un exemple. Un poète syrien qui s'appelait Abu Ya'la al-Ma'ari a pu écrire: il y a deux sortes de personnes sur terre, celles qui ont une religion et pas de raison, et celles qui n'ont pas de religion et ont une raison. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il n'a pas été l'objet d'une fatwa et dit décapité. Et à l'époque, on pouvait affirmer ce genre de choses sans prendre trop de risques pour soi-même. Alors ça, c'est en fait le reflet d'un débat éternel, qui est le débat entre la science et la foi, et qui a été illustré par des gens assez connus, hein, notamment au XIIe siècle par Averroès et Maïmonide, qui étaient tous les deux à Cordoue, Averroès le musulman et Maïmonide le juif, et au siècle suivant par Thomas d'Aquin. Alors tous les trois, eux, ils n'avaient pas du tout la même position que ce poète syrien. Ils considéraient qu'on pouvait concilier la science et la foi. Bon, leurs arguments peuvent être développés à l'infini, mais c'était l'essentiel de leur argumentaire. Bon, l'avenir leur a montré que tout le monde n'était pas forcément d'accord, y compris quand Galilée a voulu soutenir les théories de Copernic, par exemple. Alors, on continue. En Chine, un mot de la Chine quand même. Hein. Alors, je ne dirais pas grand-chose de la Chine. Je vais arrêter mon téléphone. Beaucoup d'innovations en Chine, mais pas énormément de révolution sociétale, parce que la Chine était un pays, et a toujours été un pays très stable, et n'a pas énormément bougé. Par contre, au niveau innovation, la Chine a développé énormément d'innovations. En voilà une. Alors, je ne sais pas, vous savez ce que c'est, ça? C'est quoi, à votre avis? Une cuillère. Une cuillère. Vous voyez que c'est une cuillère? Non, c'est pas une cuillère, évidemment. Ce serait trop facile. C'est quoi? Une boussole. C'est ça. C'est une boussole. Alors, les Chinois ont inventé la boussole au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les boussoles chinoises indiquent le sud, d'ailleurs, elles n'indiquent pas le nord, mais enfin, c'est pas grave, hein, ça revient au même, il suffit de magnétiser autrement. Donc voilà, en plus, elle est très jolie, hein, elle est plus jolie que nos boussoles avec une aiguille. Alors la boussole, c'est caractéristique. Les Chinois ont inventé la boussole, mais qui est-ce qui a utilisé la boussole? Les marins, et les Chinois n'étaient pas de grands marins. Hein. Il y a eu un seul grand marin en Chine qui s'appelait l'amiral Zheng, qui a mené une série d'expéditions extravagantes avec des bateaux gigantesques au XVe siècle, donc à l'époque où on découvrait l'Amérique avec Christophe Colomb, mais Christophe Colomb avait des tout petits bateaux. L'amiral Zheng, qui était un eunuque de l'empereur d'ailleurs, avait d'immenses bateaux qui faisaient, on pense, 100 ou 150 mètres de long, avec jusqu'à 9 mâts, des milliers de personnes à bord, et il a écumé tout l'océan Indien jusqu'à l'Afrique en 6 ou 7 expéditions, et puis au retour de la dernière expédition, l'empereur de Chine a dit: tout ça n'a aucun intérêt, nous la Chine, pourquoi nous intéresser à tous ces gens-là avec lesquels on n'a que peu de relations. Il a ordonné la destruction des bateaux et interdiction d'en construire de nouveaux. Donc c'est dire que la Chine était plutôt repliée sur elle-même à cette époque-là, elle est restée pendant longtemps.
Ah, alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est quoi? Là, c'est une colle encore plus dure. Hein. C'est une colle encore plus dure. C'est très beau. Hein. Eh bien, c'est un sismographe qui date du IIe siècle et qui fonctionnait de la façon suivante. À l'intérieur, il y avait un pendule inversé avec la masse en haut. Et dès qu'il y avait un mouvement sismique, ce pendule se mettait à osciller et allait déclencher la chute d'une bille qui tombait dans la bouche de l'un des crapauds qui est là. Donc ça permettait d'abord de réveiller le gars qui était chargé de surveiller ça, qui s'était probablement endormi, et d'une certaine façon ça donnait une indication qui vaut ce qu'elle vaut sur l'orientation de la secousse sismique. Donc, et comme toujours en Chine, c'est magnifique, c'est des objets en bronze superbes qui ne sont pas forcément très utiles, mais qui sont beaux. Alors les Chinois ont inventé tout. Alors le papier, alors je vous l'ai dit, le papier, j'en parlerai peut-être moins, mais ça a été essentiel pour tout le monde, y compris pour les artistes qui ont commencé, le jour où ils ont pu faire des esquisses sur le papier, ou les poètes qui ont pu écrire leurs poèmes sur papier avant d'être obligés de les transcrire sur des manuscrits ou autres, ce qui était beaucoup plus coûteux. Hein. Donc le papier a joué un rôle très très important un peu partout. Ils ont même inventé l'imprimerie, mais malheureusement l'imprimerie en chinois c'est pas facile parce qu'il faut un caractère d'imprimerie par mot. Et le génie en fait de Gutenberg, c'était de s'apercevoir que dans l'alphabet latin, on pouvait avoir simplement une trentaine de caractères, on pouvait faire tous les mots avec. Donc c'est ça qui a permis à l'imprimerie de se développer en Europe, alors qu'en fait elle existait déjà en Chine. Bon, la poudre à canon, comme chacun sait, la brouette, peut-être moins utile, mais enfin pourquoi pas, le pied à coulisse, le forage profond, la porcelaine, bien évidemment. Même ces fameux bateaux de l'abbé Ralsing avaient des gouvernails, ce qui était une invention qui n'existait pas à l'époque en Europe. Ils ont inventé le cerf-volant aussi, enfin les Chinois ont été... Les pâtes Les pâtes alimentaires. Ah, les pâtes alimentaires, absolument. On peut citer le nombre d'inventions chinoises extraordinaires. Mais pour autant, j'en resterai là parce que je n'ai pas trouvé finalement de rupture de société derrière toutes ces inventions. Alors maintenant, on se rapproche des temps modernes. Hein. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une invention par siècle, mais ça a commencé avec la science. Alors la science, elle a redémarré. Bon, ce que je vous l'ai dit, on avait des connaissances scientifiques déjà avant, mais ça a vraiment redémarré en astronomie, avec Copernic, avec Tycho Brahe, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tycho Brahe, moins connu, c'était un observateur extraordinaire. Il avait un observatoire au Danemark qui a permis ensuite à Kepler d'avoir une très grande précision sur les mouvements des planètes. Mais effectivement, autant Copernic a eu l'idée et surtout le génie de dire on change complètement de référentiel, on ne tourne plus autour de la Terre, mais on tourne autour du Soleil, Tycho Brahe était beaucoup plus prudent, il a dit la Terre reste au centre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Kepler, bien évidemment, qui lui a fait les calculs très précis. D'ailleurs, on imagine ce que devaient être les calculs de Kepler pour arriver à démontrer les lois de mouvement des planètes à partir des observations de Tycho Brahe avec un papier et un crayon. Ça ne devait quand même pas être si facile que ça. Hein. D'autant qu'à l'époque, on ne connaissait pas les lois dites Voilà. de Snell-Descartes, Oui. la réfraction de la lumière. Oui, Donc bien il y avait des sûr. corrections à faire et on les connaissait pas. Donc Et il s'est débrouillé. quand on réfléchit à ce travail, c'est fabuleux. Oui, Hein. je suis C'est d'accord. fabuleux. Hein, c'est tout à fait. Bon. Je cite pour mémoire Giordano Bruno, qui, comme Galilée, a défendu l'idée que la Terre tournait autour du Soleil, mais lui a eu moins de chance que Galilée, il a été brûlé vif. Il faut dire que Galilée, on en reparlera tout à l'heure parce qu'il n'a pas fait que ça, c'est aussi un des pères de la science moderne et de la modélisation. Hein. Giordano Bruno, c'était un illuminé, et non seulement il défendait la théorie de Copernic de l'héliocentrisme, mais il imaginait qu'il y avait des tas d'autres soleils dans l'univers et qu'autour de ces soleils, il y avait d'autres planètes. Chose qui, à l'époque, était totalement invraisemblable. Donc, je dirais qu'ils ont bien fait de le brûler parce que c'était un fou furieux. Hein. Bon, évidemment, Newton. Alors, Newton, lui, il a fait la synthèse de tout ça pour modéliser et expliquer, si j'en peux dire, mais en tout cas, trouver le modèle mathématique qui explique tout ça. C'est la loi de la gravitation universelle. Alors, ça, c'est la science. La technologie, en fait, elle s'est développée de façon tout à fait indépendante et à partir de la machine à vapeur. Tout ça, ce n'est pas avec l'astronomie qu'on fait une machine à vapeur. Par contre, on a fait une machine à vapeur. Alors, deux mots de la machine à vapeur.
Je reviendrai dans une seconde sur les ancêtres de la machine à vapeur, mais ce qu'il faut savoir, et que vous savez certainement, c'est que la machine à vapeur a conduit les scientifiques à essayer de comprendre comment améliorer son rendement, et a conduit Sadi Carnot à écrire son seul ouvrage, parce que Sadi Carnot, il est mort de choléra à 34 ans, je crois, et son seul ouvrage apporte la notion de thermodynamique, le premier et surtout le second principe de la thermodynamique. On peut dire que la science moderne est née à partir de ces réflexions sur la machine à vapeur au début du 19e siècle. Donc la machine à vapeur non seulement est une révolution technologique fabuleuse, mais c'est en fait un peu la naissance de la science moderne. Alors quelques ancêtres de la machine à vapeur. Un qui n'est pas très connu, qui était un jésuite, Ferdinand Verbiest, qui en 1672, c'est-à-dire un an avant Cugnot, avait fabriqué un petit véhicule à vapeur. En réalité, ce jésuite, il travaillait à la cour de l'empereur de Chine, comme beaucoup de jésuites, et pour distraire le fils de l'empereur, il a fabriqué cet objet-là, qui est un peu, qui ressemble un peu au départ à l'éolipile de tout à l'heure de Héron d'Alexandrie, mais en reliant finalement une roue qui était entraînée par le jet de vapeur vers les roues de cette petite voiture. On a le dessin de cette petite voiture, est-ce qu'elle a véritablement jamais existé ou pas, on n'en est pas tout à fait sûr. Néanmoins, on peut dire que dès 1772, on a un véhicule à vapeur. Alors ensuite, le premier véhicule à vapeur qui est répertorié, c'est le Fardier de Cugnot en 1771. Et puis la machine de Watt, alors qui est déjà beaucoup plus sophistiquée, avec un régulateur à boule, enfin une vraie machine qui peut être utilisée. Et quelques exemples d'utilisation. Le Puffing Billy, donc, évidemment, on a utilisé les machines à vapeur pour faire avancer les chemins de fer. Ça, c'est une très belle machine, une très belle locomotive américaine de 1814. Et voilà à quoi ressemblait une usine à ce moment-là. Alors, dans cette usine, on avait une grande machine à vapeur quelque part. Et puis, cette grande machine à vapeur entraînait des rouages un peu tout le long de l'usine, avec des entraînements qui faisaient tourner les machines. Donc on avait une série de machines, ou une machine à vapeur quelque part, on ne la voit pas, elle est devant là, et c'est elle qui entraîne la rotation de ces deux axes et qui permet ensuite à l'usine d'être complètement automatisée. Donc ça, c'était la façon dont une usine fonctionnait grâce à la machine à vapeur dès le début du 19e siècle. Donc la machine à vapeur qui transforme la chaleur en énergie mécanique va donner naissance à la thermodynamique. Donc, alors au passage, je vous signale qu'il ne faut pas se tromper, des Carnot, il y en a beaucoup. Sadi Carnot, celui-là était le fils de Lazare Carnot, qui était un général de la Révolution, et l'oncle d'un autre Sadi Carnot, qui était un homme politique qui a été assassiné sous la Troisième République. Je ne sais pas pourquoi ils aimaient le prénom de Sadi dans la famille, je ne sais pas pourquoi, enfin, il y avait une raison, mais je ne la connais pas. C'est un poète. Pardon ? Sadi, c'est un poète. C'est un poète, voilà. Syrien, Donc, oui. voilà, donc, donc ils avaient trouvé, ils aimaient ce prénom. Donc Sadi Carnot a écrit ce livre sur le deuxième principe, le premier, mais surtout le deuxième principe de thermodynamique, qui a ensuite inondé toute la science du 19e siècle. Alors en outre, la méthode expérimentale qui a été précisée par Chevreul et par Claude Bernard formalise la démarche scientifique, qui consiste à dire on fait une observation, on fait un modèle, ce modèle permet de prévoir une autre observation que l'on fait, et si ça marche, le modèle est valable. Alors en fait, ça avait déjà été amorcé par Galilée, parce que Galilée, qui a étudié la chute des corps, a été peut-être le premier à montrer que la chute des corps, c'est quelqu'un qu'on pouvait modéliser par une équation du second degré, qui permet en gros de prévoir où va tomber un boulet de canon quand on l'a lancé d'un endroit. Donc cette modélisation, c'est aussi le tout début de la science moderne, et ça a été formulé par Claude Bernard et Chevreul au XIXe siècle. Alors à la fin du XIXe siècle, tout va bien. On estime que la science a tout mis en place pour une compréhension totale de la matière et de l'univers. Auguste Comte, avec sa théorie du positivisme, décrit les sciences qui sont positives à son sens, c'est-à-dire qu'on a complètement compris. Donc on n'a plus rien à faire, la science est comprise, il y en a qui sont positives, il y en a qui ne le sont pas encore, mais il était très optimiste et toutes les sciences vont finir par être positives, en ce sens qu'on aura tout compris. Et à cette époque-là, il y avait des mouvements très importants de gens qui considéraient
que la connaissance allait apporter le bonheur universel. Hein, je vous laisse sur cette réflexion, mais quand vous relisez les déclarations des gens de la fin du 19e siècle, ils étaient persuadés que grâce aux sciences, grâce au positivisme, le bonheur était à portée de la main et que ça allait résoudre tous les problèmes de l'humanité. Bon, on peut se tromper, ça arrive encore aujourd'hui. Alors, au début du XXe siècle, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux ruptures technologiques majeures qui semblent confirmer, au fond, ce qui avait été l'évolution de la science au XIXe siècle. L'électricité, donc l'électricité, je vous rappelle, c'est ce qu'on appelle un vecteur d'énergie. Ça fait que transporter de l'énergie d'un endroit à un autre. Mais ça le transporte partout où on veut, et notamment dans les appartements, c'est ce qu'on appelait la fée électricité, et ça a conduit à une révolution sociétale formidable. La machine à laver ou le réfrigérateur, c'est quand même pas rien. Et donc c'est vraiment à l'origine d'une modification complète du fonctionnement de la société. Et le moteur à combustion interne, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, donc j'y reviens pas. Et brusquement, la science bascule. Alors la science a basculé au tout début du XXe siècle, dans les premières années après 1900, avec deux ruptures scientifiques cette fois-ci qui remettent totalement en cause la science classique. Donc la mécanique quantique et la relativité. Ça a bouleversé le paysage totalement. Si vous voulez, on aura l'occasion d'y revenir, parce que là, la mécanique quantique, je suis un peu plus dans mon domaine que je l'ai enseigné pendant des années. La relativité un peu moins, mais on peut en reparler aussi. Alors ça a beaucoup perturbé évidemment les gens, sur le plan strictement scientifique dans un premier temps. D'autant que ça a été conforté ensuite par deux autres révolutions technologiques importantes, les antibiotiques, avec Fleming, et qui en fait confortent une explosion démographique qui avait commencé longtemps avant. L'explosion démographique a commencé au début du 19e siècle, avec l'hygiène, en particulier avec un médecin autrichien qui a expliqué aux médecins de son hôpital que quand on passait de la salle comment ça s'appelle, d'examen des corps, de dissection à la salle d'accouchement, il n'était pas mauvais de se laver les mains. Et il avait beaucoup de mal à les convaincre, mais le jour où ils les ont convaincus, la mortalité par fièvre puerpérale s'est complètement effondrée, ça a été quand même absolument fabuleux. Mais également, l'hygiène dans la nourriture a commencé à améliorer les choses. Et donc... Pardon ? La vaccination. Alors oui, les vaccinations contre la variole qui a débuté aussi à ce moment-là a joué un rôle important. Hein. Et donc tout ça a démarré au début du 19e siècle, les antibiotiques l'ont conforté. Il m'arrive d'ailleurs de dire que les grands responsables de ce qui nous arrive actuellement, qui est quand même lié à l'explosion démographique actuelle, c'est Pasteur et Fleming. Pasteur et Fleming sont des fléaux de l'humanité. À cause d'eux, on a une population qui explose et on ne sait plus comment faire. Bon. Excusez-moi, l'exploitation pétrolière n'a peut-être pas été une révolution majeure dans notre Oui, probablement. En fait, on en trouverait beaucoup d'autres. Hein. On en trouverait beaucoup d'autres. Est-ce que l'exploitation pétrolière en était une? Après tout, avant, on avait le charbon. Et la différence... Oui, il y a une différence. Mais enfin, bon, à mon avis, ce n'est pas aussi fondamental que celle que je vous ai été sur. Mais vous en trouverez d'autres. Hein. Je suis prêt à en ajouter autant que vous voulez. Et l'eau potable? Pardon? L'eau potable. Alors, l'eau potable, ça va avec l'hygiène d'une certaine façon, effectivement. Hein. L'eau potable, les toilettes, tout ça. Enfin, il y a plein de choses hein, qui ont effectivement changé la société. J'essaye d'être aussi synthétique que possible, mais vous avez raison, et vous en trouverez d'autres. Hein. Alors, ensuite, le transistor et le laser. Qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, le transistor et le laser. Ça, c'est les révolutions technologiques majeures du XXe siècle. Alors, comme vous le savez, le transistor et le laser sont directement issus de la mécanique quantique. Il n'y aurait ni transistor ni laser s'il n'y avait pas eu la mécanique quantique auparavant. Donc, c'est directement l'influence. Ça, je ne sais pas comment. Alors, il y avait quelque chose d'ailleurs qui existait, et même j'ai entendu récemment un exposé au Collège de France sur le transistor. Et j'ai appris aux conférenciers quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, c'est qu'avant le transistor, il existait la galène. Les postes à galène, qui étaient en fait des semi-conducteurs solides, étaient les ancêtres du transistor, et ça existait depuis même avant la guerre de 14. Hein. Et donc, empiriquement, on avait effectivement réussi à faire des redresseurs solides
Bon, ensuite, il a fallu pousser un peu pour faire des transistors, mais jamais on n'aurait pu développer les transistors comme on l'a fait si on ne comprenait pas ce qui se passait. Alors, pour comprendre le fonctionnement d'un transistor, il faut la mécanique quantique, il n'y a rien à faire. Hein. Mais comprendre, mais pour le faire. Ben, pour le faire, on peut le faire, mais on ne va pas beaucoup plus loin. Autrement dit, faire un poste à galène, moi j'en ai fait quand j'étais jeune, hein, je ne sais pas que je suis allé avant la garde 14 quand même, mais enfin à l'époque où j'étais jeune on s'amusait à ça, c'est assez facile. Hein. Maintenant, comprendre comment ça fonctionne pour ensuite le rendre opératoire et pouvoir en faire un outil pratique, ça, au niveau de la connaissance, on arrive à bidouiller. Mais si on veut vraiment faire quelque chose qui technologiquement ait un sens, il faut comprendre ce qui se passe, il faut le modéliser, et ça c'est avec les quantique. Le fonctionnement du transistor, c'est un peu la transposition de la triode. Oui, alors je suis d'accord avec vous. Non, mais là, oui, je suis d'accord. La triode, ça fonctionne de façon différente. Hein. La triode, c'est pas la mécanique quantique. Hein. Non. Mais ça permet de comprendre le fonctionnement au départ. Oui et non, parce que si vous ne comprenez pas, ça permet de comprendre pourquoi ça amplifie. On agit sur l'électrode intermédiaire pour amplifier, mais ça ne permet pas de comprendre les mouvements des électrons qu'il y a à l'intérieur. Hein. Et la triode, c'est simple, c'est des électrons dans le vide. Mais le transistor, c'est des électrons dans un milieu solide, et pour bien comprendre, là, il faut la mécanique quantique. Et donc, on sait qu'effectivement, vous savez, à la limite, vous allez me dire qu'un transistor, c'est comme la vanne d'un circuit liquide. Hein. Donc ça, on peut dire ça, mais on n'a pas pour autant fabriqué des transistors qui permettent de faire des iPhones. Hein. Non, moi je vous dis ça parce que c'est comme ça qu'on me l'a appris, moi. Oui, mais là, il ne faut pas forcément croire tous ceux qui vous apprennent des choses. Il faut éventuellement les critiquer. Donc, non mais que ça ressemble entre guillemets, c'est vrai, mais je vous dis, on explique aussi tous les circuits électriques avec des circuits d'eau comme les petits bateaux du jardin d'acclimatation. Hein. Bon, alors je reviens, maintenant que vous m'avez un peu distrait, je reviens sur le transistor et le laser. Là c'est vraiment quelque chose qui a complètement bouleversé la société actuelle et qui a conduit à notre civilisation numérique. Hein. Alors l'énergie nucléaire... L'énergie nucléaire, je la cite ici, j'en reparlerai pas, mais enfin l'énergie nucléaire c'est aussi quelque chose d'absolument essentiel et ça illustre la relativité. Hein. D'une certaine façon, il n'y aurait pas d'énergie. Mais là encore, on peut dire, on peut le faire, mais pour le comprendre, il faut avoir compris la relativité. Alors la relativité joue quand même un rôle un peu partout. Hein. Je vous rappelle, mais vous le savez probablement, que votre GPS ne fonctionnerait pas si on ne prenait pas en compte la relativité générale. Hein. Vous auriez une erreur de plusieurs kilomètres si on ne prenait pas en compte des effets de relativité restreinte et de relativité générale. Non, pas plusieurs kilomètres, quelques kilomètres, je crois. Alors là, regardez, hein, mais à mon avis, c'est plusieurs kilomètres. Hein. Non, ça ne marcherait pas du tout sans relativité, hein, je vous garantis. Hein. Alors, par ailleurs, les choses aussi basculent vers la fin des années 30 dans l'organisation de la recherche. 39, c'est mon année de naissance, mais aussi l'année de naissance du CNRS. Hein. Et dans tous les pays du monde, on se met à créer des organismes un peu structurés, comme le CNRS ou comme la Max Planck ou autres, pour organiser la recherche. D'une certaine façon, la recherche devient une affaire de professionnels, alors qu'auparavant, c'était une affaire de quelques chercheurs brillantissimes qui travaillaient un peu chacun dans leur coin et qui faisaient progresser la connaissance. Là, c'était plus possible. Il a fallu modifier l'organisation. Ce qu'on appelait avant des savants deviennent maintenant des chercheurs. Hein, bon, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais aujourd'hui, on parle de chercheurs, avant on parlait de savants. Les modes de financement, d'évaluation deviennent très sophistiqués, peut-être trop d'ailleurs, hein, mais tout ça change. Hein. Et puis les échanges scientifiques, technologiques, commerciaux, financiers deviennent mondiaux. Donc là, le monde bascule véritablement au tournant de la Seconde Guerre. Hein. Et depuis 70 ans, on peut dire que la science et la technologie explosent littéralement, vous le savez aussi bien que moi. Par exemple, le premier transistor, le voilà. Un processeur moderne, ça a cette taille-là, et il y a des milliards de transistors. Hein, des milliards. Hein. Pour arriver d'ici à là, je vous assure qu'il faut comprendre. Hein. Et là, la mécanique quantique est utile, hein, mais pas uniquement. Hein. Alors maintenant, on arrive à ce qui est évidemment le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Alors d'abord, 2 mots sur le point de vue des économistes qui se sont penchés sur ce qui se passait un peu dans la société. Alors j'en citerai 2 seulement. Kondratiev, qui a défini ce qu'on appelle les cycles de Kondratiev, qui sont des cycles de 50 ans, qui sont cette fois-ci purement économiques.
les industriels investissent parce qu'ils pensent qu'il y a un marché, mais ils surinvestissent, donc les prix s'effondrent, les sociétés font faillite, tout se casse la gueule, et puis on recommence. Donc c'est des cycles de l'ordre de 50 ans, et ce brave Kondratiev a observé les 2 premiers cycles, mais pas le 3e, parce qu'il a été déporté en camp de travail en 1930 et fusillé à 46 ans. Bon, mais il a eu une idée qui lui a survécu, qui est celle des cycles de Kondratiev. Et dans le même temps, Schumpeter, qui est un économiste américain, a creusé la question et a dit en réalité chaque cycle est lié à une grappe de technologies qui amorce ce cycle, et ces technologies vont détruire des emplois, rappelez-vous les métiers à tisser ou l'imprimerie, mais derrière cette destruction d'emplois, on va voir se créer d'autres emplois, c'est ce qu'il a appelé la destruction créatrice d'emplois, qui est fondée, d'après lui, sur la création de richesses nouvelles, mais bien évidemment, il y a une période difficile à passer, et c'est ce que tout le monde ressent en ce moment, où la technologie aura tendance à détruire beaucoup d'emplois. On pense qu'on va en créer autant. Mais là encore, on n'en sait trop rien, et donc ça pose quand même une question métaphysique. Alors, le stockage, le partage, le traitement des données prennent des dimensions absolument inédites. Donc, vous avez tous entendu parler du big data. On pourra dire un mot de l'intelligence artificielle si vous voulez, parce que on entend dire beaucoup de choses qui ne sont pas intelligentes d'ailleurs. Hein. Les applications se multiplient. Les applications se multiplient dans tous les domaines, anticipant souvent les besoins. Il y a beaucoup d'applications qui se développent dont vous n'avez absolument pas besoin, ne serait-ce que sur votre iPhone, où il y a des quantités de choses que vous n'utiliserez jamais. Alors beaucoup d'emplois disparaissent, donc on est quand même dans la période où la destruction créatrice, elle est surtout destruction, elle commence à être créatrice, mais on constate évidemment que ce n'est pas du tout les mêmes emplois, et que les caissières de supermarchés, au niveau des supermarchés, je vous signale une anecdote aussi, moi j'étais un peu, au début les lasers, hein, j'étais au labo Kassler, où on a développé pompage optique, on a vu arriver les premiers lasers, et je vous garantis que les lasers, on n'avait aucune idée de savoir à quoi ça allait servir. Tout au plus, c'était un outil de laboratoire formidable qui nous permettait de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Mais des applications, on n'avait pas la moindre idée. Et la première application des lasers, à notre grande surprise, ça a été les caisses de supermarché avec la lecture des codes barres. Mais je peux vous dire que les scientifiques, c'est pas vraiment à ça qu'ils s'attendaient. Hein. Alors depuis, il y a eu évidemment les fibres optiques et le transport de l'information, mais les caisses de supermarché, ça a été la première application qui nous a un peu pris de court, je dois dire. Alors beaucoup d'emplois disparaissent, ça, malheureusement, c'est le cas. Alors tout s'accélère, hein. Tout s'accélère. Il a fallu 13 ans entre 1990 et 2003 et 3 milliards de dollars pour le premier séquençage du génome humain. Aujourd'hui, en quelques heures et quelques centaines de dollars, vous faites le séquençage complet d'un génome humain. Les premiers smartphones, moi je me souviens, ils sont apparus en 2007. Franchement, on ne savait pas du tout ce qu'on allait en faire. On pensait même que c'était un gadget totalement inutile. Aujourd'hui, je pense que vous en avez tous un dans votre poche et vous ne pourriez pas vous en passer. Hein. Depuis 2012, la technologie CRISPR-Cas9 permet de faire à peu près ce qu'on veut, rapidement et à bas coût sur une molécule d'ADN, ce qui est une vraie révolution, avec évidemment tous les risques que ça présente. Mais c'est un développement technologique majeur. Alors les connaissances, juste pour mémoire, hein, l'écriture sur des tablettes, des parchemins, du papier, même l'imprimerie, ça permettait de stocker des choses, mais ça n'allait pas très loin. On a commencé à vouloir stocker toutes les connaissances humaines dans l'encyclopédie au XVIIIe siècle en 35 volumes. Ces 35 volumes sont devenus un simple DVD en 2000. Aujourd'hui, à travers vos smartphones, vous avez accès à toute la connaissance pratiquement humaine au bout de vos doigts. Vous avez une réponse automatique à toutes vos requêtes à travers ChatGPT. Et certains pensent que par l'implant d'un implant dans votre cerveau, vous pourriez être connecté directement à toute la connaissance, que votre cerveau lui-même aurait l'impression de connaître tout ce qui se passe, comme votre mémoire, au lieu d'être votre mémoire, c'est votre cerveau. Je rappelle les cyborgs. Vous noterez que j'ai mis quand même un point d'interrogation derrière le mot cyborg. Hein. Mais on va revenir, il y a beaucoup de points d'interrogation. Hein. Alors l'explosion démographique, je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même un élément fondamental. Hein. Ce n'est pas le seul, hein, mais c'est quand même un élément fondamental qui fait qu'on a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et que ça nous confère quand même une responsabilité sur l'avenir de notre planète elle-même. Autre chose intéressante, les nouvelles technologies ne remplacent plus seulement nos muscles, comme c'était le cas de la machine à vapeur, mais aussi notre cerveau, et permettent la manipulation de la vie. Tout ça, c'est des éléments quand même tout à fait nouveaux.
Et tout ça crée une certaine angoisse et beaucoup de méfiance vis-à-vis du progrès. Et donc je voudrais terminer par quelques réflexions sur cette angoisse et ses espoirs. Alors d'abord, il y a des éléments quand même très positifs. Dans le domaine de la médecine et de la santé, la révolution en marche est considérable. On a fait des progrès énormes dans le domaine médical et dans la santé. Moi, je ne sais pas, j'ai le souvenir de mon grand-père à 70 ans, c'était un vieillard plus ou moins Kakoshim. Bon, moi j'en ai 84, je suis encore capable de vous présenter une conférence, et je pense que les progrès de la médecine n'y sont pas pour rien. Hein. Il y a toujours eu des centenaires, mais en gros, l'espérance de vie en bonne santé était quand même beaucoup plus restreinte. Hein. Donc, beaucoup grâce aux physiciens d'ailleurs, aux méthodes d'imagerie, à la maîtrise du génome, au big data associé à l'intelligence artificielle, tout ça fait faire des progrès formidables à la médecine. Beaucoup plus de progrès aussi dans le confort, voire le plaisir, la domotique, l'accès à l'information, qui facilite les facilités de communication, des transports qui, on peut l'espérer, seront plus écologiques et plus sûrs, sont plus sûrs d'ailleurs, l'avion est un moyen de transport extrêmement sûr par exemple. Hein. Des robots domestiques, l'assistance aux personnes, bientôt on va pouvoir avoir un robot qui va vous assister dans tous les domaines. Et le plus important pour moi, c'est la possibilité, mais qui pour le moment n'est vraiment qu'un espoir, d'un accès généralisé à l'éducation, donc au développement. En fait, l'une des clés quand même de l'avenir est qu'on puisse éduquer les gens pour qu'ils soient capables de gérer ce avec quoi nous vivons actuellement. Et techniquement, c'est possible. Hein. Techniquement, c'est possible. Et d'une certaine façon, d'ailleurs, je fais parfois un peu le reproche à des gens comme Bill Gates, par exemple, d'investir énormément d'argent dans la santé, la vaccination et autres, mais pas tellement dans l'éducation. Alors qu'avant d'investir dans la santé, il faut certainement investir dans l'éducation, parce que l'éducation permettra aux gens ensuite de mieux gérer tous les progrès auxquels ils seront confrontés. Donc c'est vraiment un grand problème. Un exemple spectaculaire, hein, la réalité augmentée. Ça, c'est ce que voit un chirurgien quand il opère maintenant, avec quelques petits instruments qui pénètrent en fait par des très petits trous à l'intérieur de l'abdomen du patient. Et tout l'intérieur du patient a été analysé par des méthodes d'IRM ou de scanner et numérisé, ce qui fait que le chirurgien, dans son casque de réalité virtuelle, il voit l'intérieur du patient comme s'il y était. Hein. Et donc il peut amener ses instruments exactement à l'endroit où il veut. Et même pour certains de ces équipements, on peut modéliser la respiration du patient qui modifie un tout petit peu la position des différents organes. Et donc, ça permet de faire une chirurgie d'une précision absolument incroyable. Alors, il y a des éléments beaucoup plus inquiétants, évidemment. La consommation des énergies fossiles, qui ne diminue pas, et le changement climatique, j'y reviendrai un peu dans une seconde, d'autant que je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'il faut penser du changement climatique dans cette salle, mais je ne citerai personne. Des risques de guerre de l'eau, de migration massive, ça on sent bien que ça fait partie des gros risques à l'heure actuelle. Une perte de biodiversité et l'émergence de nouveaux virus. Je signale d'ailleurs pour l'histoire que cette conférence, une forme un peu différente, d'ailleurs la première fois que je l'ai faite, c'était en décembre 2019, 2 mois avant l'apparition du virus du Covid. Et les scientifiques savaient tous pertinemment qu'un jour ou l'autre, un virus allait apparaître, pour quelles raisons et comment, ça c'est une autre paire de manches, mais qu'il allait faire des ravages. Et d'une certaine façon, on peut dire qu'on a eu la chance, c'est peut-être pas une chance d'ailleurs, hein, que le virus du Covid soit très contagieux, mais quand même peu mortel, même s'il y a eu quand même pas mal de victimes au début, mais on l'était en peu, par opposition par exemple au virus du sida, qui lui est toujours mortel, mais très peu contagieux, hein, mais pour lequel on n'a toujours pas de vaccin quand même. Hein. Donc on aurait un jour un virus qui soit à la fois très contagieux et très mortel, et pour lequel on ne soit pas prêt à trouver un vaccin très rapidement, on serait mal quand même. Hein. Donc là, il y a un vrai bruit. Bon, tout le problème d'insécurité informatique, le risque Big Brother, l'urbanisation incontrôlée et les pollutions de toutes sortes, un risque qui pour moi est un risque majeur, qui est tout simplement l'usage dévoyé des nouvelles technologies, ça c'est quand même un vrai problème, et la contestation de la science elle-même. J'ai mis par le wokisme, mais il n'y a pas que le wokisme. Aujourd'hui, vous trouvez des tas de gens, par exemple comment ça s'appelle, Des intégristes. Oui, pas uniquement des intégristes, hein, je pensais Les plutôt... écolos.
Non, certains écolos, mais... Je ne fais que vous suggérer. Complotiste. Non, pas des complotistes. Pardon? Ayatollah. Non, pas des ayatollahs, je pensais aux sectes actuelles, et notamment aux évangélistes, qui ne croient pas, qui ne veulent pas croire à l'évolution, par exemple. Et puis, il paraît, je lis dans les journaux, qu'aux États-Unis, il y a 20% des gens qui pensent que la Terre est plate. Oui. Et il paraît qu'il y en aurait même 10% en France. Enfin, donc ça veut dire que parmi vous, il y a 2 ou 3 personnes qui pensent que la Terre est plate. Mais enfin, bon, oui, probablement pas beaucoup. Mais enfin, il y a des choses inquiétantes quand même. Aujourd'hui, les théories des wokistes, qui sont variées, d'ailleurs, il y a des wokistes qui défendent des idées très généreuses, il y en a d'autres qui disent n'importe quoi. Mais il y en a qui disent la production scientifique ne doit être jugée que sur le comportement de son auteur, et pas du tout sur la valeur des résultats qu'il donne. Et j'ai mis tout à fait à la fin, mais en fait il y a encore des points de suspension derrière, l'incapacité à agir efficacement du pouvoir politique, parce que sur ce point-là, je suis quand même pas d'un optimisme absolument délirant. Ça dépend où, hein. Alors, juste un petit retour très en arrière historique pour vous. Voilà un extrait d'un journal de Nouvelle-Zélande en 1912, qui parle de la consommation de charbon, et qui dit nos fours dans le monde consomment 2 milliards de tonnes de charbon, et ce charbon qui est brûlé donne à peu près 7 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère par an, ce qui fait une couche plus efficace de protection de la Terre, et qui risque d'augmenter la température, et cet effet may be considerable in a few centuries. Donc, Arrhenius, c'était le... Voilà, oui, voilà, donc là encore, les gens, d'une certaine façon, savaient qu'il y avait des choses comme ça qui pouvaient arriver. Alors lui, signaler ça à plusieurs centaines d'années, c'est arrivé beaucoup plus rapidement. Je peux aussi vous signaler un discours du président de la Société française de chimie en 1898 sur le thème l'an 2000. C'était très intéressant. Parce que c'était un chimiste, c'était Marcelin Berthelot, il avait tout de suite compris que la chimie pouvait tout faire à condition d'avoir de l'énergie. C'est l'époque où on pensait, d'ailleurs, c'est toujours plus ou moins vrai, si on a de l'énergie, on transforme toutes les molécules les unes dans les autres. On lui dit, du moment qu'on a de l'énergie, la chimie pourra tout faire. La seule chose qu'il faut, c'est avoir de l'énergie. Or, à l'époque où on avait du charbon, il disait, il n'y aura plus de charbon en l'an 2000. Il se trompait. Mais il disait, c'est pas une mauvaise idée, parce que finalement, le charbon, c'est les grèves des mineurs, c'est casse-pied comme tout. Donc, on aura d'autres sources d'énergie. Il ne pouvait pas citer l'énergie nucléaire, qui n'existait pas, donc il citait l'énergie géothermique, ce qui était loin d'être idiot, et l'énergie solaire. C'est donc pas idiot. Et sa conclusion, c'était de dire en l'an 2000, on aura des usines qui fabriqueront tous les produits dont on a besoin, qui sont surtout des produits alimentaires, parce qu'à l'époque, le principal souci était quand même de se nourrir. Ces usines feront tout ce dont on a besoin, donc on n'aura plus besoin de ces campagnes avec des champs qui sentent mauvais, du purin, tout ça, où on se salait les pieds, et tout ça, ça transformé en jardin avec des fleurs pour aller se promener. Puis il termine en disant, mais quand même, ça ressemblait un peu au jardin d'Éden, le travail sera toujours une valeur importante pour l'humanité. Ce discours de Marcelin Berthelot est très intéressant. Alors, on peut dire, là encore, c'est une façon de dire les choses, que l'homme s'approprie certains attributs de Dieu. On modifie la composition. S'il vous plaît. Les iPhones, ça marche. On modifie la composition de la biosphère, donc on modifie la Terre elle-même que Dieu a créée. On peut rendre la planète invivable avec quelques bombages ou un climat délétère. On détruit la diversité de la vie. On fait exploser sa propre démographie, tout ça, c'est nous qui faisons tout ça. Alors que pour les religions, c'était le fait de Dieu. On peut modifier les règles de la reproduction et de l'évolution de l'espèce, ce qui là encore est quand même une façon de se déifier quelque part. On recrée un cerveau, l'intelligence artificielle est une sorte de cerveau, là encore on pourra en parler dans la discussion si vous voulez. On crée même un monde avec ce qu'on appelle le métaverse, qui est une espèce de monde virtuel, auquel là non plus je ne crois pas beaucoup, pour une raison d'ailleurs essentiellement énergétique, parce que ça consomme une quantité d'énergie absolument fabuleuse et que pour moi ça ne pourra pas se développer à cause de ça. Donc l'homme serait-il capable d'assumer cette responsabilité? Ça c'est une vraie question. Alors où va-t-on? Jusqu'où la miniaturisation, donc la puissance du numérique ira?
Je vous signale, mais vous le savez très bien, qu'aujourd'hui, on sait faire un Airbus A380, mais on ne sait pas faire un moustique. Un moustique, c'est fabuleux sur le plan de la technologie de vol, de la gestion de l'énergie. On ne sait pas faire. Hein. Donc il y a encore beaucoup de place pour des développements. Est-ce que c'est bien ou pas bien, j'en sais rien. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on ne maîtrise pas du tout les choses à une échelle relativement petite. Hein. Même si intellectuellement on comprend, si la mécanique quantique explique des choses, il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors la seconde révolution quantique est en marche. Là aussi, si vous voulez, on pourra en parler. On pourra parler de l'ordinateur quantique si ça vous amuse. Mais il y a effectivement une seconde révolution quantique en marche. L'IA au pouvoir, mais là, franchement, je crois qu'il ne faut pas confondre. L'IA est une intelligence, mais n'est pas une conscience. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être dans 50 ans, je ne sais pas, mais on peut dire que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer la conscience de l'homme, qui est quelque chose de complètement différent. Mais complètement différent parce que l'homme, il faut tout se reboucle. La conscience de l'homme est liée essentiellement, par exemple, au fait qu'il faut se reproduire. Donc ça entraîne l'amour, les sentiments, les émotions, toutes sortes de choses qui sont liées à la nature humaine telle que Dieu, entre guillemets, l'a créée. Si on commence à renverser ça, c'est-à-dire à ce que finalement il n'y a plus besoin de faire l'amour pour avoir des enfants, par exemple, hein, beaucoup d'émotions et de caractéristiques de la conscience humaine peuvent à long terme disparaître. Et d'une certaine façon, je suis plutôt plus inquiet d'une mécanisation de l'homme que d'une hominisation de l'intelligence artificielle. Hein. Enfin, on pourrait discuter de ça longuement. Hein. Alors, on parle souvent de l'homme réparé, qu'on appelle ou augmenté. Alors, réparé, on est tous plus ou moins réparés. Il suffit d'avoir une hanche, une prothèse de hanche ou un pacemaker pour être réparé. Le cyborg dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'augmentation, ça, c'est plus discutable quand même. Hein. Alors, un fantasme inquiétant, l'homme immortel. Alors ça, c'est évidemment fantasme totalement inquiétant, j'imagine mal qu'est-ce qui se passe, mais vous avez des gens qui ne vivent pratiquement que dans cet espoir-là. Je voudrais simplement rappeler une petite légende de l'Antiquité grecque, qui est une nymphe qui était immortelle, qui est tombée amoureuse d'un mortel, et qui a été suppliée de Zeus de lui donner l'immortalité. Zeus a été attendri par cette histoire d'amour et a donné l'immortalité à ce mortel. Sauf que la nymphe en question avait oublié de lui demander aussi la jeunesse éternelle. Et donc, au bout de quelques temps, elle s'est retrouvée avec un amant qui était certes immortel, mais complètement gâteux, ce qui n'était quand même pas idéal. Hein. Donc, l'immortalité, je crois que ce serait une catastrophe totale. Alors, d'autres parlent de ce qui se passerait après l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, c'est ce qu'ils appellent le post-humanisme. Et ça, c'est vraiment un autre fantasme qu'on appelle la singularité, qui consiste à dire que peut-être, certains le voient dans 10 ou 20 ans ou 30 ans, brutalement, on va complètement changer de système. Il n'y aura plus les hommes tels que nous le connaissons, mais une espèce d'association homme-machine, intelligence artificielle, qui sera un saut technologique, un saut pour l'humanité aussi grand que le passage de l'Homo erectus à l'Homo sapiens. D'abord, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Le passage de l'Homo erectus à l'Homo sapiens a pris des milliers d'années. Et ensuite, je ne vois pas d'indication sérieuse qui me permettent de dire qu'il y ait une telle singularité. Le mot singularité est employé au sens mathématique du terme. La fusion thermonucléaire nous sauvera-t-elle? Bon, je suis de ceux qui font le pari, mais personne ne le tient avec moi pour le moment, qu'au siècle prochain, on aura maîtrisé la fusion et qu'à ce moment-là, toutes nos sources d'énergie solaire, éolienne et autres apparaîtront comme des gadgets assez futiles et qu'on pourra à ce moment-là baser tout l'équilibre thermodynamique, si je puis dire, de l'humanité sur quelques centaines, quelques milliers d'usines à fusion. Personnellement, j'y crois, mais on n'en est quand même pas totalement certain. C'est toujours pour dans 30 ans. Ouais. Pardon? C'est toujours pour dans 30 ans. Oui, ça a toujours été dans 30 ans. Je suis d'accord avec vous. Hein. Je suis d'accord avec vous. Mais on progresse quand même, et je suis de ceux qui y croient, malgré... Bon, en guise de conclusion, nous vivons une période d'évolution profonde, extrêmement rapide et totalement inédite. Et c'est pour ça que finalement, toute la référence historique que j'ai développée ne sert peut-être absolument à rien, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le même contexte. Aucun schéma antérieur n'est totalement applicable, car pour la première fois, nous sommes responsables de la globalité de la biosphère, mais on trouve quand même des éléments communs. Par exemple, la destruction créatrice d'emplois, c'est quelque chose qu'on a retrouvé tout au long des ruptures technologiques. Rien ne garantit la pérennité de l'espèce humaine. Il y a déjà eu 5 grandes extinctions dans l'histoire de la Terre. Une 6e pourrait aussi bien être une extinction de l'espèce humaine. Rien ne garantit que ça ne se passera pas. Mais il va certainement se passer des choses extraordinaires, quoique largement imprévisibles.
Et je termine simplement par cette photo où vous voyez ce tout petit point bleu ici. Et ce petit point bleu, c'est nous. C'est la Terre vue par une sonde voyageur qui se trouve un peu à l'extrémité du système solaire. Et ça relativise tout de même un petit peu sur ce que nous sommes et la façon dont nous nous préparons à l'avenir. Voilà, je m'arrête là, j'ai déjà été trop long. On va passer aux questions. Soyez gentils, parlez fort pour poser vos questions parce qu'on est mal équipés. Oui, en plus, je suis un peu sourd, mais enfin, je vous entendrai. Alors, félicitations pour ce brillant exposé. Alors, en fait, petite nuance que je soumets à vous, orateurs, et puis à l'auditoire. Vous nous dites que la machine à vapeur, elle a été la mère de toutes les sciences. Certes, c'est vraiment absolument clé. Bon. Ceci dit, la machine à vapeur, c'est l'aboutissement. Le raisonnement que je vais essayer de vous soumettre, et qui n'est aucun raisonnement n'est infaillible, hein, c'est de l'économie industrielle. En fait, il semblerait qu'il y ait 3 grandes révolutions industrielles. La première, et pour qu'il y ait une révolution industrielle, il faut un intrant. L'intrant de la première révolution industrielle de 1780, c'est la vapeur. Et la machine à vapeur, elle arrive en bout de course. C'est-à-dire qu'il s'est passé des tas de réglages, il s'est passé, vous m'avez montré une usine où il y a des courroies, alors il y a eu des trucs qui ont cassé, il y a eu des ouvriers tués, blessés, etc. C'est une évolution. La deuxième révolution industrielle, l'intrant, c'est l'électricité, 1880. On n'est pas un jour près, mais enfin, vous voyez à peu près, on situe. Bon, là, la fait l'électricité, c'est formidable. Et derrière, une sous-révolution à l'intérieur qui est le moteur à explosion et l'aviation, etc., etc. Alors, la troisième révolution industrielle de 1980, c'est l'intrant, c'est la donnée, c'est la data. Alors, moi, ce raisonnement, il me plaît, parce que c'est un raisonnement, si on croit au mimétisme, étant entendu que c'est la troisième révolution industrielle, une révolution industrielle, il faut un intrant, et il faut 100 ans. La révolution industrielle, de la troisième révolution industrielle avec l'intrant, la data, elle a 43 ans. Donc elle est empêchée d'adolescence tardive. Il y a des réglages. Le problème, c'est que par rapport aux 2 précédentes, elle va terriblement vite. Quand on mesure, et toujours autour de l'idée de data, de données, moi je suis un ami de Louis Pouzin qui est un des pères d'Internet, bon, le datagramme, regardez le chemin parcouru. Et le chemin parcouru est excessivement récent. Nous sommes en novembre 2023, en novembre 2022, on invente ChatGPT, enfin vous voyez ce que je veux dire, et aujourd'hui on en est au turbo GPT-4 qui va peut-être ébranler l'oligopole qu'est Google. Donc on est, moi ce raisonnement, alors je travaille avec lui, un garçon qui s'appelle Christian Saint-Etienne, tout à fait remarquable, voilà, je pense, alors donc machine à vapeur oui, mais en n'oubliant pas qu'il y a eu toutes les périodes pour y arriver. Non, je suis totalement d'accord avec vous, en particulier sur le fait que l'une des caractéristiques un peu nouvelles de ce qui se passe en ce moment, c'est l'accélération avec laquelle ça se passe. C'est ce que je vous disais. Donc c'est pour ça que rien n'est totalement comparable. On peut effectivement, c'est pas mauvais de s'organiser un peu l'esprit pour essayer de voir comment ça s'est succédé, mais au qui se passe aujourd'hui, il y a des aspects qui sont les mêmes que ceux qu'on a retrouvés, mais il y en a qui sont très différents parce que ça va beaucoup plus vite. Alors on ajoute aussi autre chose, c'est que en fait, cette révolution-là, en fait, dans les 2 révolutions principales, je dirais, on accompagnait l'homme, la pénicilline, etc. Là aujourd'hui, on transforme quand même, ou on flirte avec la transformation de l'homme. Donc d'où, c'est votre titre, les dimensions technologiques et les dimensions sociologiques. Je veux dire, à la limite, je ne défends pas les gens. Alors, on a eu Auguste Comte qui a été cité, etc. Donc, non, mais c'est vrai que nous-mêmes, enfin, moi, l'âge que j'ai été éduqué dans un espoir de la science. Et quand on voit les expositions universelles formidables de Paris Ville Lumière, maintenant, on a des gens qui doutent. Alors, moi, j'ai rencontré l'autre jour la cosmonaute, là, entre autres, Yeri, qui me dit, il y a des gens qui me croisent dans la rue et qui disent, alors est-ce que c'est de la provoque? Est-ce que vraiment la Terre est ronde? Oui, je la connais bien, elle m'a raconté ça. Elle m'a raconté aussi. Bon, c'est anecdotique. J'espère que c'est pas 20% des Américains. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc là-dessus, moi je pense que nous avons le nouveau paradigme économique, il faut apprendre et s'y mouvoir, c'est la langue des op, il y a des menaces à tous les étages, notamment cyber et sociaux, et des opportunités absolument gigantesques, ne serait-ce que les rendements croissants. Le problème, c'est qu'à la vitesse à laquelle ça va,
on se demande si on va être capable de maîtriser. Oui. De maîtriser. Mais ça dépend qui. Ah, voilà, qui. Monsieur, une autre question. J'aurais Parlez d'ailleurs fort, si rajouté vous voulez. une chose que j'avais promis, enfin quand on discutait tout à l'heure, il m'avait dit, est-ce que vous allez le dire dans votre exposé. Une chose qui m'inquiète quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, c'est que le fragile équilibre entre l'intelligence et la connerie est en train de gagner du terrain. Plus avec des porte-voix formidables avec les réseaux sociaux. Et ça, c'est grave. Donc, ça veut dire qu'il y a non seulement de la science, de la technologie, il y a aussi de la sociologie. Oui. Et arriver à comprendre, à maîtriser tout ça, c'est loin d'être évident. Ah oui. Je crois que Monsieur, Oui. d'abord. Moi, ma question, c'est de savoir comment vous placez la métrologie qui visait à mesurer dans un premier temps, en particulier, fallait savoir corriger quand la métrologie brute était insuffisante pour affirmer. J'ai rien dit, Oui, pourquoi vous me Si. regardez comme ça? Si, Des si. chamans. Pas du tout. Pas du tout. Et aujourd'hui, la question de la métrologie Oui. reste Oui, vous toujours avez en raison. matière Oui, vous avez de raison. mesure, Oui, mais s'accompagne aussi de la question de la vérité et du traitement des fake news, de découvrir ce qui est vrai bien de sûr. ce qui est contestable. Oui, mais vous avez raison. Alors, bon, la métrologie, c'est un domaine que je connais un petit peu, mais pas énormément. Bah C'est oui. un domaine très important. Bien Eh sûr, oui. ça a toujours été. Hein. Ça accompagne un peu tout le développement de la Ah, connaissance. le le quantique a été majeur là-dessus. Quand l'observateur il faut pas oublier. et l'observé étaient distincts. Attendez, laissez Il ne monsieur faut pas oublier Lehmann que répondre. faire une mesure peut être exacte, mais elle peut être fausse. L'exactitude n'est pas la même chose que la valeur absolue. Autrement dit, il faut avoir une mesure précise, mais pas exacte, par exemple. Parce que vous mesurez Oui, quelque chose. mais Hein, on peut détailler. hein, on peut beaucoup. Mais on peut détailler là-dessus. Oui, enfin, on n'a peut-être pas le temps de détailler là-dessus, mais c'est un des problèmes, c'est que la métrologie, là aussi, il faut maîtriser tous les aspects. Et si on se contente de faire, par exemple, bon, dans le domaine de la normalisation, on a souvent tendance à utiliser la métrologie pour dire la précision de la mesure va nous donner la règle à suivre. Par exemple, pour qu'un polluant soit considéré comme non dangereux, il faut que sa quantité soit inférieure à ce qu'on est capable de mesurer, ce qui n'a pas de sens intellectuellement. Hein. Et donc, on peut dire énormément de bêtises tout en disant des choses qui, sur le plan scientifique, sont très sérieuses. Donc, j'adhère à l'idée que la métrologie est un élément important dans tout ça. Monsieur, Oui, j'avais une petite remarque à propos, assez fort, s'il vous plaît. à propos Oui, de je la vous entends. bêtise dans l'histoire des sciences. C'est à Oui. propos de Galilée, qui était un brave garçon, qui avait des très bonnes idées sur les repères galiléens, le mouvement des corps. Mais il était jaloux de Tycho Brahe et de Kepler. Et donc, un beau jour, il est allé voir le nouveau pape, parce que c'était un copain à lui d'enfance. Et il lui a dit, il faut condamner ces gars-là. Ce qu'ils racontent, c'est des blagues. C'est pas possible que la Terre tourne en ellipse autour du Soleil. Parce Parce qu'il que croyait qu'au l'ellipse, cercle. c'est un truc diabolique. Et ça, il faut vraiment pas tolérer un truc pareil. Or, l'Église avait approuvé Kepler 5 ans avant de condamner Galilée. Parce que ça marchait bien. Ça permettait de faire des prévisions exactes, précises. Voilà. Et donc elle a refusé la demande de condamner Kepler. Et elle a dit c'est vous qu'on va condamner parce que vous racontez des blagues. Ça marche très bien ce que dit Kepler, c'est la science. Voilà. Et donc on déforme généralement aujourd'hui cette histoire en disant que Galilée aurait été condamné parce qu'il disait que la Terre était ronde. En fait, il disait que la Terre tourne en rond en faisant des cercles. Voilà, il ne voulait pas admettre l'ellipse. L'idée des ellipses a été difficile à accepter. Il y a un très bon bouquin sur Kepler que je vous recommande. Et la réalité n'est pas ce que vous décrivez. On lui a fait plein d'emmerdements, mais il était mathématicien impérial, donc on ne peut pas s'en prendre à lui. Par contre, on s'en est pris à sa mère, qui s'est retrouvée enfermée et il a mis 6 mois à la faire sortir après torture. Donc c'était pas si facile que ça. Tout à fait. Et c'était dans le cadre de cette histoire que la mère de Kepler a été acquittée. Bon, d'autres questions? Oui, madame. Assez fort, s'il vous plaît. Une question concernant dans l'histoire, vous avez évoqué différentes périodes où finalement le pouvoir s'est déplacé de certaines civilisations vers d'autres civilisations. Et ça a souvent coïncidé
avec un changement technologique. Est-ce que vous ne pensez pas que le jour où on pourra stocker l'énergie solaire, il y aura à nouveau un dépassement? Le stockage, évidemment, c'est un élément clé parce que les sources d'énergie alternatives sont des sources qui ne sont pas qui sont variables. Hein. Ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans ce contexte-là. C'est-à-dire que si on trouve des technologies, on en trouve d'ailleurs, des technologies soit de stockage, des technologies de séquestration du CO2, enfin toutes technologies qui permettront de gérer l'énergie d'une façon plus efficace, en réalité tout le monde en profitera. Ce ne sera pas ni un État, ni une civilisation qui pourra en profiter au détriment des autres. Il y a toujours des gens qui ont un peu d'avance par rapport aux uns aux autres. Alors, c'était les États-Unis, ce sera peut-être la Chine demain, mais c'est des avances qui sont assez courtes en réalité. On est dans un monde mondialisé. C'est quand même la grande différence par rapport à tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent. C'est qu'on est dans un monde qui est totalement mondialisé. Et donc, aujourd'hui, tout progrès technologique son utilité finit par arriver dans l'escarcelle de tout le monde. Hein. Peut-être avec... Ensuite, il y a des concurrences économiques, hein, qui sont plus économiques que politiques. C'est des rapports de force. Hein. Et ça, c'est presque indépendant. Hein. Aujourd'hui, la Chine cherche à développer ces technologies pour être compétitive au plan économique avec les États-Unis. On est sûr qu'elle y arrivera. Et ensuite, que le meilleur gagne, que le pays... Alors, le vrai problème, à mon avis, hein, c'est d'avoir des dirigeants assez malins. Et c'est ça qui nous plombe terriblement, c'est que on a du mal. D'abord, la démocratie ne génère pas forcément les dirigeants les plus malins. Je ne veux parler de personne, mais j'aurais des idées en tête, pas ici d'ailleurs, dans d'autres pays dont on parle beaucoup. Et que quand on n'est pas en démocratie, on a d'autres problèmes qui ne sont pas forcément plus joyeux. Donc il y a un problème de gestion de la communauté, enfin de gestion de la société, qui aujourd'hui est très mal résolu. Ouais. Comme chacun sait, le meilleur système politique, c'est le despotisme éclairé. Malheureusement, moi j'ai connu, pas personnellement, mais j'avais identifié un despote éclairé, c'est le seul que j'ai jamais identifié, qui était le sultan d'Oman. Oman est une petite... vous connaissez Oman? Oman était un sultan qui était un gars absolument remarquable, qui a réussi à développer son pays en l'espace de 40 ans, avec une doctrine qui était moins on parle de nous, mieux ça vaut, qui était l'inverse de ce qui se passe à côté à Dubaï, qui est aucun bâtiment ne doit être plus haut que la mosquée, que le minaret de la mosquée, ce qui n'était pas idiot non plus, et qui a réussi à faire de ce pays un pays moderne, avec autant de femmes que d'hommes dans les universités, avec des activités économiques qui se développent. Bon, il était homosexuel, ce qui malheureusement est puni une peine de mort, y compris à Oman, tout le monde le savait, personne n'en parlait, mais ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que la raison pour laquelle elle a pu faire ça, c'est que Oman n'est ni chiite ni sunnite. Donc il se tient à l'écart de ces grandes controverses, ils sont ibaïdites, comme les Djerbiens d'ailleurs, hein. Et du coup, ce sont des gens assez paisibles, qui ne veulent pas se mêler de toutes ces affaires dans lesquelles ces gens s'empoignent en permanence et qui sont développés. Et il leur avait fait un autre truc. Comme j'aime bien le sultan d'Oman, je cite ça, il est mort il y a quelques années, pas très longtemps. Mais pour sa succession, ça posait un problème, parce qu'il était homosexuel, il n'avait pas d'enfant. Et donc il avait dit, écoutez, mon successeur, ce sera des personnes de mon entourage, il y en avait 4 ou 5 ou 6 qui pouvaient, mais je ne les désignerai pas. Par contre, je vais mettre dans une enveloppe le nom de celui qui me paraît le mieux à même de me succéder. Vous n'ouvrez pas l'enveloppe pendant un certain temps, je ne sais plus si c'était un mois ou quelque chose comme ça, vous n'ouvrez l'enveloppe que si vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes d'accord au bout d'un mois, vous jetez l'enveloppe au feu et on n'en parle plus. Et les gens se sont mis d'accord. C'est quand même un gars intelligent. Mais en Oman, ils avaient du pétrole. Ils avaient du gaz surtout. Ils avaient du gaz. Voilà, parce que oui, mais enfin, la clé du... je suis d'accord avec vous, mais dans les autres pays pétroliers, je n'ai pas remarqué qu'il y ait un despotisme éclairé aussi autant que celui d'Oman. Enfin, c'est sûr que le gaz a aidé, mais tous les pays qui ont du pétrole ou du gaz ne sont pas forcément gérés avec autant d'intelligence. C'est en ça que je dis ils que... attirent énormément de scientifiques, énormément de gens compétents. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui sont partis travailler aux Émirats. Oui, moi j'en connais aussi. Et demain, si la ferme solaire du Maroc permet effectivement un stockage, on peut imaginer un déplacement vers l'Afrique aussi. C'était
ma question. Oui, écoutez, je crois. Bon, alors là, ce dont vous parlez, c'est pas tellement le stockage, c'est la ressource. La ressource, mais la possibilité de stocker la ressource. Oui, ça peut, alors c'est vrai que dans le désert, il y a beaucoup de soleil, donc il y a des projets de grandes centrales solaires dans le désert, mais ces projets, immédiatement, sont pris en main au niveau international pour bâtir des lignes qui donneront accès à cette énergie à l'Europe, on payera pour ça. Et est-ce que ces pays-là deviendront dominants? Je pense que la domination, elle est liée quand même à la démographie. Hein. Monsieur, vous pouvez ranger votre portable. Donc, bon, moi, je ne suis pas spécialiste de ce problème de géopolitique, donc je ne veux pas trop m'aventurer parce que je vous dirais des Non, mais je bêtises. connais un peu l'Afrique, c'est pour ça que je Ouais. posais cette question. Bon, D'autres moi, questions? je connais mal l'Afrique, par contre, je suis au conseil au board international d'une nouvelle université au Maroc que je trouve remarquable, qui est l'université Mohamed VI Polytechnique, et qui effectivement montre qu'il y a des gens remarquables dans ces pays-là, et qu'il n'y a aucune raison que ces pays-là ne se lèvent pas, à condition de leur apporter l'éducation. C'est ça qui manque quand même. À mon avis, c'est plus l'éducation que l'énergie qui leur manque. Je vais intervenir un tout petit peu. Moi, je suis fondamentalement en désaccord avec. Oui, mais M. on a Lehmann, toujours été, sans doute. on se connaît depuis 50 ans, on a toujours été en désaccord. Mais ça ne nous empêche pas ça n'empêche pas de vous inviter en tout cas. Je ne crois pas qu'il y ait d'accélération, au contraire, moi je vois un ralentissement, une déperdition, une baisse. Souvent, les gens savent que je travaille sur Archimède et ils me demandent, oui, on prend une assemblée comme celle-ci et qu'est-ce que nous savons ici qu'Archimède ne savait pas? Et ma réponse c'est, tout ce que nous savons ici, Archimède le connaissait et l'inverse n'est pas vrai. Il savait plein de trucs que nous ne savons pas. Alors si vous regardez le fonctionnement de la société que vous avez esquissé ici, est-ce qu'on va plus vite à traverser Paris maintenant qu'il y a 10 ans? C'est tout l'inverse. On met un temps fou. Est-ce que les factures sont payées plus vite? Absolument pas. On met un temps fou. Est-ce que la notification des marchés se fait plus vite? Absolument pas. On met un temps fou. Est-ce que les gens parlent mieux, comprennent mieux les mathématiques? Pas du tout. Ils sont beaucoup plus nuls qu'ils étaient il y a 10 ans. Donc où voyez-vous un progrès dans tout ça? Je ne voudrais pas vous agresser. Vous remarquerez que je n'ai mis en avant le mot progrès qu'une seule fois pour dire que je ne voulais pas en parler. Parce que là, vous parlez de progrès. Vous votez en touche. Non, je ne vote pas en touche. Je dis, là où vous mettez le doigt, c'est sur la notion de progrès elle-même. Et effectivement, ça mériterait de long débat. Est-ce qu'en ce moment, la civilisation progresse? Je ne suis pas sûr. Vous montrez effectivement que ce n'est pas du tout nécessairement le cas. Par contre, la technologie progresse et la société change. Hein. Mais le mot progrès, et justement, c'est d'ailleurs un de mes soucis, parce qu'à l'Académie des technologies, on a un magnifique dicton qui est pour un progrès raisonné, choisi et partagé. Bon, c'est un très beau dicton, mais derrière ce dicton, je ne sais pas ce que veut dire le mot progrès. Et le mot progrès est effectivement un mot qui est dangereux quand on veut faire la technologie, parce que la technologie n'apporte pas nécessairement le progrès. Elle apporte le changement, mais le progrès, c'est autre chose. Alors, il y a des époques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à la fin du 19e siècle, les gens croyaient au progrès, parce qu'ils pensaient que ça allait rendre tout le monde heureux. Aujourd'hui, si vous posez la question à des gens, est-ce que vous croyez au progrès? Les réponses sont très mitigées, parce qu'en fait, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, le progrès. Moi, je n'en ai pas du tout parlé, le progrès. Ce n'est pas un de mes mots. J'ai parlé de technologie, j'ai parlé de science, j'ai parlé de société, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais pas le progrès. J'ai juste signalé pour dire qu'au fond, je ne savais pas comment dire. Hein. Donc c'est vrai, on ne peut pas dire est-ce qu'on progresse. Monsieur. Oui, moi je... Assez fort, s'il vous plaît. Oui. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la distance entre les acteurs qui sont dans toutes ces technologies ultra innovantes et ultra futuristes, donc la distance entre ces gens-là et puis la population, elle n'est pas en train de s'agrandir et ce serait ça peut-être le frein à une exploitation meilleure de toutes ces nouvelles technologies. C'est-à-dire, je crois surtout, c'est vraiment vrai ce que vous dites. Par contre, ce que je dirais, c'est que... derrière ça, il y a l'éducation, la formation. Oui, parce que le problème, c'est que, bon, finalement, on parle de science simplement. Les scientifiques vous disent toujours, nous, on fait progresser les connaissances, mais ensuite, la façon dont ces connaissances sont utilisées, c'est pas notre problème, c'est le problème des politiques, c'est le problème des industriels. Nous, bon, en réalité, ce que vous dites, c'est que ça s'applique aussi d'une certaine façon aux gens qui font de la technologie, qui développent des technologies un petit peu comme ça en l'air, sans que ce soit
ancré sur des besoins identifiés et de véritables progrès pour le quotidien de la population. Et ça, c'est probablement vrai. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on voit un certain nombre de ces gens, genre Elon Musk ou autres, qui à mon sens racontent n'importe quoi parce qu'ils sont dans un autre monde. Hein. Il y a peut-être d'autres raisons à ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai que aujourd'hui, ce qui était à l'époque la distinction entre les scientifiques qui disaient nous on fait de la science, on fait progresser les connaissances, et ensuite ce qui arrive après c'est pas notre problème, ça se passe un peu aussi au niveau de la technologie à l'heure actuelle, et c'est d'une certaine façon inquiétant effectivement. Mais alors qui peut travailler là-dessus? Moi je pense que la première des choses quand même c'est l'éducation. Parce que on vit, là encore, moi de temps en temps on me dit quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Moi j'ai tendance à dire quels enfants allons-nous laisser à notre monde? Hein? Parce qu'en fait ces enfants ils auront à vivre dans un monde différent si on ne leur apprend pas, si on ne les forme pas à vivre dans ce monde-là, là on va risquer des catastrophes. Hein. Donc la formation des jeunes est à mon avis un point absolument clé pour lequel on devrait faire des efforts de réflexion considérables et des expérimentations, etc. Aujourd'hui, on enseigne les choses un peu toujours de la même façon, et je pense que les jeunes, comme moi je les vois, je n'ai pas le sentiment qu'ils soient bien préparés à gérer une situation comme celle dans laquelle ils vont vivre. Et ça, c'est un vrai danger, hein. Ça fait partie des risques. Hein. Il y a pas de... Peut-être que ça se résoudra d'une façon ou d'une autre. Je suis plutôt optimiste en général, c'est ce que dit M. Bozami, alors que plutôt pessimiste. Moi, je suis ni l'un ni l'autre, je ne sais pas comment ça va se passer. Je dis simplement, le monde est en train de... Quoi qu'en dise M. Bozami, la réalité du monde est en train de changer considérablement. Est-ce que c'est un progrès ou pas, j'en sais rien, ça c'est un autre problème, ça change. Hein. Et si les jeunes, les politiques sont à mon avis hors sol, hein, ils vivent pour leurs élections, et ils ont toutes sortes de problèmes, qui ne sont pas celles de M. Tout-le-Monde. Donc le vrai enjeu, c'est ce que les jeunes seront capables de vivre dans ce monde-là et de le maîtriser d'une certaine façon pour que, de façon plus ou moins spontanée, ils conduisent à quelque chose de vivable. Parce que si on ne fait rien, ça peut conduire à des choses invivables aussi. Hein. Monsieur, vous aviez une question. Oui, Attendez, pardon. Allez-y. Une question assez générale concernant le distinguo entre technologie et science. Oui. Vous aviez dit tout à l'heure, et je pense que c'est tout à fait visible, qu'il y a une progression presque exponentielle de la technologie. Oui. La science, Ça, on pense pas. et la science, non, la question c'est est-ce qu'on a la même chose en non, science? En ce moment, non, oui, j'aurais pu vous en parler aussi, mais en ce moment, la science n'avance pas très vite. Hein. Il n'y a pas de rupture scientifique significative depuis assez longtemps. On progresse dans la connaissance de l'univers, ça c'est vrai, hein, on progresse tous les jours. Dans les autres domaines de la science, il n'y a pas de grandes avancées. Alors, une des avancées, mais qui est technologique, j'ai évoqué la seconde révolution quantique tout à l'heure. C'est technologique, c'est pas scientifique. Aujourd'hui, c'est le fait qu'on peut faire en laboratoire ce qui était des expériences de pensée à l'époque de Bohr et de Einstein. On sait le faire physiquement. Hein. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote aussi, puisque j'aime bien raconter des anecdotes. Dans la discussion entre Bohr et Einstein, vous savez chacun essayait de coincer l'autre pour lui démontrer que la mécanique quantique était correcte ou non. Et Einstein avait inventé une expérience de pensée qui s'appelle la boîte à photons. On met des photons dans une boîte, on suspend cette boîte à un ressort, et on met une horloge dans la boîte. Quand un photon s'en va, la boîte remonte parce qu'elle est plus légère, on peut lire l'horloge, et donc on peut mesurer simultanément l'énergie qu'il y a dans la boîte et l'instant où on la mesure, ce qui est contraire au principe d'incertitude temps-énergie de la mécanique quantique. Et Bohr est reparti très perplexe parce qu'il n'a pas su comment répondre à cette question. Il a réfléchi toute la nuit, il est revenu le lendemain matin et il a dit « Mon cher Albert, il y a quelque chose que vous avez oublié là-dedans, c'est la relativité. » Et effectivement, si on prend en compte la relativité, on s'aperçoit que l'horloge, dès le moment où le système bouge, le temps ne s'écoule pas de la même façon. Et donc si on prend la relativité en compte, on retrouve le principe d'incertitude temps-énergie. Ce qui est bon d'ailleurs au passage que les relations entre mécanique quantique et relativité sont très étroites. C'est pas deux théories complètement différentes. Donc pour revenir à votre question, la science aujourd'hui n'avance pas beaucoup. Sauf peut-être dans la médecine. Alors oui, dans la médecine, là encore, la technologie avance énormément.
Alors, il y a des progrès, on commence à comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le cerveau, donc on progresse, mais il n'y a pas non plus de révolution. Il y a la génomique qui a fait une révolution, effectivement, parce que ça permet de développer des technologies. Mais là encore, la génomique, c'est une technologie. La science, ça a été le cric, la double hélice. Donc, je crois que c'est vrai, la science aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il peut arriver une nouvelle révolution scientifique qui remette tout en cause? C'est toujours possible. Alors, un élément technologique, mais très important, mais qui est plutôt au niveau de la cosmologie, c'est la capacité qu'on a maintenant de détecter les ondes gravitationnelles, ce qui veut dire qu'on ouvre une nouvelle fenêtre. Jusque-là, tout ce qu'on observait, c'était à partir de la lumière, à toutes les fréquences, depuis les rayons gamma jusqu'aux infrarouges les plus lointains. On ouvre une nouvelle fenêtre qui permet d'observer le monde par les ondes gravitationnelles, ce qui est complètement différent, et donc peut-être qu'on va découvrir des choses qu'on n'avait pas découvert jusqu'à. Mais là, c'est vraiment de la science la plus dure, basée sur des technologies hyper sophistiquées. D'autres questions? Bon, on va le prendre un peu. Merci beaucoup pour cette Donc, comme d'habitude, ça va être mis sur notre chaîne YouTube, en principe demain, c'est ça? D'accord. Si vous souhaitez acquérir les bouquins édités par la SCM, ils sont en vente à prix réduit dans la salle voisine. Ne vous privez pas. Et la prochaine fois, on ne sait pas encore trop ce qu'il va y avoir en décembre. Ou bien ça sera un exposé, ou bien on va faire une formation pour essayer de remédier à la décadence. Ah bah oui, ça serait une très bonne idée. Ça me paraîtrait une très bonne idée. D'autant plus qu'elle sera payante.